Simone de Beauvoir, quand même l'incontournable, et que je ne comprends pas comment, je n'ai pas lu plus tôt, je ne sais pas à quel âge j'ai dû la lire, au milieu de la, peut-être à 25, 26 ans, je ne comprends pas qu'on n'ait pas parlé du deuxième sexe à l'école, c'est pas possible, c'est pour moi... C'est pas le programme. Oui, je sais, C'est mais extraordinaire. c'est C'est incompréhensible. incompréhensible. Il y en a d'autres, hein. Oui, mais... Et à l'époque où je lis Simone de Beauvoir, j'ai l'impression, quand je découvre, de lire, je vais dire un truc horrible, mais une vieille... Enfin, un truc complètement passé de mode. Alors ça doit... Maintenant, on reparle de Simone de Beauvoir, mais dans les années, on va dire fin des années 90, c'était... Moi, enfin, dans les études que j'ai faites, le milieu, les gens avec qui je parle, personne n'a lu Simone de Beauvoir. On connaît son nom, mais personne ne l'a lu. Et les romans de Simone de Beauvoir, même si elle est plutôt réputée pour ses essais, moi, je les trouve tout à fait attachants. Il n'y a pas forcément... c'est un petit peu, tout petit peu suranné maintenant à lire, mais c'est quand même La femme rompue, c'est un livre sur... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un roman dans lequel elle est abandonnée, enfin la narratrice, le personnage principal est abandonné par son mari, mais c'est d'une justesse, d'une acuité psychologique, c'est bouleversant, une mort très douce, le récit sur le décès de sa mère, enfin, moi je trouve qu'on a fait beaucoup de tort à Simone de Beauvoir en la dépeignant comme une sorte de femme très rigide, très raide, sévère. Je vois pas du tout ça dans ses romans. Je pense qu'il faut... Voilà. J'ai bientôt fini. Hein. Georges Perec. Ah oui. Ça résonne beaucoup avec votre livre. Ouais. Énormément. Parce que déjà, quand je découvre qu'il y a des scientifiques qui écrivent des romans, je me dis, waouh, chouette, ça existe. Ça existe. C'est possible. Et pourquoi pas moi? C'est possible. Et Georges Perec, parce que il a une malice, il a... alors je ne sais pas, je pense que le premier livre que j'ai lu de lui, c'était peut-être La vie mode d'emploi. Ou Les choses. Je pense que c'était Les choses. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, la façon dont il mettait en scène le rapport de ce couple avec les objets. Je ne sais plus quand il publie Les choses, je pense que c'est dans les années 70. Moi, je le lis 20 ou 25 ans plus tard. Et je trouve que c'est très actuel. Enfin, que là, ça résonne encore au moment où je le lis. Et puis, il y a ce livre de Perec, W ou le souvenir d'enfance. C'est un livre qui alterne entre des parties vraiment très imaginaires. On nous raconte l'histoire d'une île qui est l'île de W, sur laquelle il y a des athlètes qui s'entraînent et où toute la société est organisée autour du sport. Et en fait, c'est une façon de parler, une façon détournée de ce qu'a pu être la société nazie en Allemagne. Et c'est intercalé avec des souvenirs de Perec, dont les parents sont morts en camp de concentration, et où il raconte justement ce qu'il a toute sa vie essayé de reconstituer, hein, ce passé finalement, ses parents, ses origines, auxquelles il n'a pas vraiment eu accès à travers, auxquelles il n'a pas pu avoir accès à travers ses parents. Et donc ce livre est vraiment merveilleux, W ou souvenir de l'enfance. Puis c'est une construction tellement originale entre vraiment quelque chose de très fictionnel et quelque chose de l'ordre du récit personnel. Et ces deux choses, c'est incroyable. Vous arrivez à la fin de ce livre, vous ne pouvez pas croire ce qui s'est mis en place au travers de sa structure. Jack London. Alors Jack London, pour moi, ça a été longtemps un auteur vraiment pour Cro-Blanc. Enfin, je me rappelle, j'avais lu Cro-Blanc, j'étais petit, tout ça. Je pensais que c'était un type qui écrivait des histoires pour adolescentes. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, j'ai un ami qui me dit: est-ce que tu as lu Martin Eden? Non, je n'ai pas lu Martin Eden. C'est quoi? C'est un roman de Jack London. Ah bon? Oh, non mais quel plus beau roman sur l'écriture et sur la place pour la littérature et l'écriture, extraordinaire. Extraordinaire. Et comment, même sur les classes sociales, sur comment on parlait d'ascension, voilà.
Comment un type issu vraiment d'un milieu très très modeste essaye cette ascension et tout ce qu'il doit sacrifier et la désillusion qui s'ensuit et puis que c'est quand même, alors que ce soit Jack London, George Orwell, c'était quand même aussi des, enfin j'ai pas envie de dire des personnages parce que ça y a quelque chose d'un peu factice, mais c'était quand même des gens qui dans leur vie aussi, on parlait des décalages entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, qui ont dans leur vie, dans les choix qu'ils ont faits, dans les voyages qu'ils ont faits, parlent aussi de leur positionnement à travers ces choix. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour ça, quoi. Et je pense que pour moi, Jack London fait partie de ces personnes avec une curiosité vis-à-vis des autres, un intérêt pour la découverte qui sont très très forts. Et le souffle romanesque. Et le souffle, ouais, absolument. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, un qui est moins connu, peut-être qu'il va vous... Witold Gombrowicz. Ah bah Gombrowicz. Ouais. Enfin, bon. Oui, mais je dis peut-être. Allons-y. Allons-y. Alors, Witold Gombrowicz, c'est un truc intéressant parce qu'il n'a pas écrit tant de romans que ça. Et c'est complètement délirant. Je peux même pas, c'est très dur de trouver un adjectif pour qualifier son travail. Ce sont des histoires, j'allais pas dire à dormir debout, mais c'est très profond et en même temps il y a des choses complètement farfelues qui se mélangent, notamment dans ce livre Cosmos, ce roman Cosmos que moi j'ai beaucoup aimé. Mais qui est très différent si vous prenez son premier roman qui s'appelle Les Envoûtés, qui est ressorti il y a quelques années d'ailleurs parce qu'il n'existait plus, il était épuisé, qui est une espèce de roman fantastique qui se passe dans un château hanté, qui est super, moi j'adore, un peu gothique. Vous prenez ça et puis vous lisez Cosmos après, vous pouvez pas croire que c'est la même personne qui a écrit les deux livres, mais ça c'est... Et je trouve que c'est quelqu'un qui un écrivain qui est pas là où on l'attend, qui est très difficilement cernable, je trouve, un peu grinçant, un peu comment je trouve pas antisocial, mais il y a quelque chose comme ça dans ses livres aussi de très sarcastique sur le monde. Comme le cynisme. Cynisme, ouais. J'en ai plus que 4. Alors, 3 femmes. Marlène Haushofer, Le mur invisible. Extraordinaire. Publié chez votre éditeur? Oui, republié. Marlène Haushofer, c'est une écrivaine autrichienne qui a publié, donc moi j'ai ne lu qu'un livre d'elle, c'est Le mur invisible, malheureusement, j'avoue, qui est publié, je pense, à la fin des années 80. Et je ne peux même pas raconter, mais qui est un ovni presque, je ne sais pas comment dire, d'une situation complètement invraisemblable, d'une femme qui se retrouve dans un temps figé avec certaines contraintes. J'aime pas raconter les livres, donc mais ce livre, ce qui est dingue, c'est que vous commencez à le lire, vous dites, ouh là là, c'est très simple l'écriture, mais est-ce que je vais pas m'emmerder dans ce bouquin? Et en fait, mais elle arrive avec une économie de moyens, une fausse simplicité à atteindre une émotion, une profondeur, un questionnement existentiel qui sont vraiment extraordinaires, vraiment super livre. Goliarda Sapienza, qui est une écrivaine italienne, qui est, alors je pense qui est récemment, moi je l'ai lu peut-être dans les 10 dernières années, donc qui a écrit surtout dans les années 60-70, et qui a écrit surtout, elle est connue pour un livre qui s'appelle L'art de la joie, là aussi un gros bouquin qu'elle a mis très longtemps à écrire. 10 ans, 10 ans, ouais. Et magistral. Ah oui, magistral. Et l'écriture est d'une originalité, d'une vivacité, tout est une trouvaille, tout. Oui, c'est très, très étonnant. J'avais là aussi jamais rien lu de cet ordre-là. Une écrivaine américaine que j'aurais dû citer avant parce que j'ai parlé d'Henry Miller, qui pour moi a joué un rôle, mais plus tôt, quand j'avais une vingtaine d'années, qui s'appelle Anaïs Nin, par qui j'ai été complètement fascinée. Quand j'avais
20 ans, j'étais complètement fascinée par Anaïs Nin, par ses journaux. Je trouvais que ces journaux, mais aussi des romans qu'elle a écrits qui sont moins connus, mais ces journaux étaient vraiment ce travail qu'elle s'est assignée à faire en racontant tout. Moi, je serais incapable, hein, mais je me suis plongée là-dedans. J'avais l'impression de rentrer dans un autre monde et surtout dans cette écriture de l'intime qui semble, quand on la découvre pour la première fois, être très très révélatrice et bon, grande liberté de parole, grande liberté de parole. Même si elle a été beaucoup, à l'époque, ça a été dur pour elle, parce qu'elle n'a pas été prise au sérieux, vraiment pas. Elle était dans l'ombre de Miller, c'était compliqué. Et puis, eh bien, je finirai par qui je voulais finir, je ne trouve plus. Ah, Thoreau, Henry David Thoreau, qui, avec Walden, en fait, a été... alors ça, c'est plus récent, c'est vraiment mon... Enfin, plus récent, relativement, une dizaine d'années, développer un intérêt pour justement les rapports entre la littérature et la nature. Et voilà, donc je me suis intéressée à ces rapports là depuis une dizaine d'années. Et donc Walden de Thoreau a été vraiment le début de cette réflexion. Et bon, c'est pas un roman, mais c'est un livre merveilleux sur la façon dont un écrivain se met en rapport avec son environnement et arrive à, en faisant l'expérience d'un nouvel environnement, à produire une exploration des idées aussi, en fait, comment finalement notre environnement influe la façon dont on pense et dont on écrit ses pensées.